Bonsoir. Je reçois aujourd'hui sur mon plateau, le plateau des grandes interviews, Dr Isiaka Diakité Kaba. Sachez tout simplement qu'il est né en Côte d'Ivoire, surtout à Demokro. Il est professeur de lettres modernes et écrivain. Il vit et enseigne bien sûr ici aux États-Unis. Il est l'auteur d'une œuvre de critique littéraire, La dynamique du griot, dans l'œuvre d'Amadou Kourouma et d'un roman Sisyphe, l'Africain. Docteur Isiaka, bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous avez à votre, actif un certain nombre de romans, de pièces de théâtre. Vous avez fait La dynamique du griot, qui est une critique littéraire. Vous avez aussi écrit Sisyphe, l'Africain, qui est un roman. Et puis Sundiata, le lion, qui est une pièce de théâtre bilingue. Vous l'avez fait, je crois que c'était dans le cadre de vos professions. Oui, dans le programme d'enseignant, parce que j'enseignais le français aux élèves de terminale, première, seconde terminale et aux étudiants aussi de la fac. Faire une œuvre bilingue me permettait en même temps d'enseigner le français et de temps en temps l'anglais, parce que l'œuvre bilingue permet aux étudiants américains d'avoir sous leurs yeux à la fois le texte anglais, le texte français. Et Sundiata, un héros africain, permettait aussi d'explorer un peu l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'était l'intention que j'avais en écrivant cette pièce-là sous forme bilingue dès le début. Alors nous sommes là ce soir pour parler de votre nouvelle parution, Sundiata, le réveil du lion, le jour où la parole fut libérée. Je voudrais commencer par cette citation, et puis bien sûr vous demander pourquoi cette citation. C'est une citation de Wynton Marsalis. Oui. Il est éducateur, musicien de jazz, et il dit ceci: ce que nous essayons de faire, c'est de valoriser autant que possible la noblesse de nos traditions et non discréditer les traditions des autres. Et réellement, nous concentrer sur les nôtres et voir comment vos traditions peuvent être pratiquées et traitées avec le respect approprié et le respect qu'elles méritent. Alors, la question que je voudrais poser ici, le docteur, c'est, vous parlez d'un musicien de jazz. Qu'est-ce qu'il vient faire ici dans une histoire de Sundiata? Oui, parce que j'ai passé près de 8 ans, sinon 10 ans en Louisiane, et j'ai pu explorer le jazz, les cultures noires qui sont en Louisiane, qui sont totalement connectées aux traditions africaines. Et Wynton Marsalis, il est l'un de mes... une des personnes qui est versée dans le jazz, dans la culture louisianaise, surtout les musiques du Sud, et en même temps un grand éducateur. Sa citation, j'ai choisi à dessein la citation parce que l'œuvre de Sundiata que j'ai réécrite ici sous forme entièrement en français pour l'espace francophone traite de la charte du Mandé. Mon intention c'était de réécrire une œuvre de Sundiata dans laquelle je vais essayer d'explorer la charte du Mandé, essayer de recréer la charte du Mandé dans son contexte de naissance. Et je me souviens que quand la charte du Mandé a commencé à être populaire, il y a des critiques qui ont commencé à rejeter la charte comme si elle n'était pas authentique. Certains ont commencé à comparer la charte à certaines constitutions occidentales, et naturellement certains chercheurs occidentaux ont commencé à réfuter l'authenticité du texte que vous pouvez trouver dans mon œuvre, et alors que Youssouf Tata Cissé
à travailler extensivement avec les traditionalistes pour avoir accès à ces informations. Donc, exposer des parties de nos cultures, pour moi, ne constitue pas une attaque des cultures des autres. Voilà pourquoi je choisis la citation de Winton. Vraiment, on valorise nos cultures, pas forcément pour essayer d'exclure ou d'attaquer les cultures des autres, mais pour nous éduquer nous-mêmes par rapport à nos cultures. C'est comme ça que je vois la chose. Alors, Dr Isiaka, on va revenir à l'œuvre, Sundiata, le réveil du lion, le jour où la parole fut libérée. Alors, d'où vous vient cette obsession de Sundiata? Parce que j'ai l'impression que vous écrivez beaucoup sur Sundiata. Oui, bon, l'histoire de l'empire du Mandingue me fascine particulièrement, comme bien d'autres empires dans l'Ouest africain. Il y a eu beaucoup d'empires, il y a eu des empereurs plus ou moins célèbres. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai découvert que, pour enseigner le français, j'ai découvert que dans les livres d'histoire américains, ce qu'on appelle social studies, quand ils étudient l'histoire africaine, ils explorent les empires africains. Et Sundiata a une place de choix dans ces œuvres-là. Maintenant, à côté des œuvres d'histoire, des manuels d'histoire, les lycéens ont accès aussi à Sundiata qu'on a étudié en Afrique, le Sundiata de Djibril Tazminian. Mais il n'y avait pas de Sundiata sous forme théâtrale ici que je pouvais exploiter avec mes étudiants. Donc l'idée m'est venue de réécrire une pièce tout en essayant de valoriser les différents aspects de l'espace mandingue. Les griots, les griottes, les forgerons, le discours, les déclamations. J'ai essayé de mettre tout ça dans une œuvre. Et Sundiata, en tant que personnage historique, me donnait l'occasion de pouvoir explorer tous ces différents arts. Sans oublier que son successeur, Kankan Moussa, est resté célèbre dans les littératures occidentales aussi. Alors déjà, dans votre ouvrage, vous parlez de la charte du Mandingue. Nous allons revenir un peu là-dessus. Oui. Je l'ai parcouru. Est-ce que c'est une manière de valoriser ou revaloriser la vie de l'être humain? Oui, parce que la charte, d'après les recherches de Youssouf Tata Cissé, quand l'empire du Mandingue a été reconstitué après la bataille contre Soumaoro Kanté, les chasseurs qui étaient pratiquement à la base de la consolidation de l'empire ont institué ce qu'ils ont appelé l'injonction du Mandé au monde. Et cette charte est comme une liste de comportements et d'attitudes qui vont régir l'entité politique qui est l'empire du Mandingue. J'aime pas toujours utiliser une charte des droits de l'homme, parce que quand vous dites que c'est une charte des droits de l'homme, il y a certains qui se sentent concernés et ils vont commencer à combattre le document en tant que tel. Bon, c'est une charte, un texte très significatif qui régit la vie de l'empire du Mandingue. Le texte par endroits insiste sur la valeur de la vie, la liberté individuelle. Si vous avez vu la dernière partie, est particulièrement intéressante, surtout pour nous qui vivons aux États-Unis, parce que le système américain essaie de démontrer tout le temps que la liberté de l'individu est fondamentale. Et on donne l'impression que la valorisation de la liberté de l'individu à travers les textes, à travers la Constitution américaine, qui n'est pas du tout âgée. Elle est née il y a environ 200 ans, est une donnée fondamentale. Mais à travers la charte du Mandé, on se rend compte que 800 ans avant notre ère, il y a un texte de tradition qui insistait déjà sur la valeur de l'individu. Est-ce que ces valeurs sont aujourd'hui respectées?
Bon, et même, je vais comparer, même la Constitution américaine, on se rend compte que c'est une lutte de longue haleine pour la respecter. Donc, je pense que les textes comme la Charte du Mandé ou comme la Constitution américaine établissent un idéal que les hommes politiques et les citoyens, dans leur activité quotidienne, dans leur activité politique ou économique, essaient d'atteindre comme idéal. Bon, chez nous, particulièrement en Afrique, je pense que, bon, c'est, comme on dit ici, c'est mixed bag. Certains, on essaie plus ou moins d'atteindre ces idéaux de la Charte du Mandé. Par exemple, quand on vous dit, les gens d'autrefois nous disent l'homme en tant qu'individu, fait d'os, de chair, de moelle et de nerfs, de peau, recouvert de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme et son esprit vivent de trois choses. Voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas, on ne peut pas trouver... En fait, jouir d'une liberté d'expression, liberté d'expression au sens exactement, oui. terme. Liberté de mouvement, liberté d'expression, sans coercition extérieure. Bon, c'est un idéal qu'on essaie d'atteindre. Voilà pourquoi ce genre de texte, sans chercher à l'extérieur de nos traditions, ce genre de texte peut nous aider à revenir, entre guillemets, sur le droit chemin. Bon, je ne sais pas si c'est l'expression appropriée. Alors, docteur, nous allons revenir un peu au niveau du livre, parce que Oui. en parcourant votre livre, au départ, c'était Sumaworo, qui était le maître des lieux, Oui. celui-là qui avait un peu cette force, celui-là qui avait toutes les stratégies de bataille, qui arrivait à dominer un peu tout le monde dans la région. Et puis Sundiata, il était en exil. Et selon la tradition, je crois que les griots avaient annoncé que celui qui pouvait libérer un peu cette région, c'était quelqu'un qui portait deux noms. En fait, Sundiata. Oui. Voilà. Et Sundiata est passé par un système de communication en envoyant d'abord Bala, Faseke, Oui. Kouyaté, et puis après, il a envoyé aussi Wareware. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce système de communication, de dialogue que Oui. Sundiata a voulu entamer pour éviter, je dirais, cette bataille entre certainement deux frères? Bon, donc, quand j'ai fait mon doctorat sur les griots et j'ai découvert que c'est des choses que je savais déjà, mais les recherches vous permettent d'aller en profondeur. Vous étudiez les aspects d'éléments que vous avez effleurés auparavant. Donc, mon objectif dans la pièce, c'était d'établir, de montrer ce système diplomatique entre deux parties en conflit. Donc, quand Sundiata, la bataille ne se déclare pas aussi rapidement qu'on le croit. Il y a un processus diplomatique, on envoie les griots. Donc, dans la pièce de théâtre, Bala est envoyé après Werewere, Sulemani est envoyé après Koumandjan. Donc il y a trois envoyés et il y a un processus que j'ai découvert dans l'œuvre de Youssouf Tata Cissé, c'est son livre de recherche sur le Mali, la guerre des bouches. C'est une expression que j'ai découvert. J'ai essayé d'incorporer cet élément dans la pièce. La guerre des bouches, c'est le conflit verbal avant qu'on en vienne aux armes. Donc les griots vont transmettre le message, les deux parties vont avoir ce conflit verbal avant que finalement on en arrive aux armes. Donc la pièce, intentionnellement, j'ai voulu montrer comment ce processus, cette mise en relation se passe à travers le contact des griots qui sont des messagers aussi. Alors là aussi, on parle par exemple de cette bataille. Et là, je crois que à la page 34, en note de pied de page, vous disiez Kunkumba, Batamba, Niani, Kambasiga. Page 54. Page 54. Oui. Donc en fait, Sundiata et Sumaworo ont livré 4 batailles. Voilà, au cours de mes recherches, c'est ce que j'ai découvert. Ce qu'on a appris à l'école généralement,
la fameuse bataille de Quirina. Je sais que vous vous rappelez en tant que lycéen, la bataille de Quirina, mais au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que en écoutant d'abord les griots, cette expression revient régulièrement. Kunkumba, Bantamba, Nyaninani, Kamasika. Donc je me demandais, mais qu'est-ce que ça signifiait? Et au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que il y avait différentes batailles. Et chaque bataille avait un nom précis. Et en fait, la bataille de Quirina a été remportée. Donc les griots ont cette tendance à choisir le côté de la bataille qui a le plus porté ses fruits. Donc quand je reviens, je vous donne un exemple ici. Par exemple, je me suis rendu compte que Kunkumba, c'est le jour des cris terribles. Bantamba, c'est le jour du grand carnage. Nyaninani, le jour des grandes souffrances. Donc il y a eu 3 différentes batailles où les Mandingues ont perdu, mais quand les griots déclament, ils ont tendance à citer les noms des 3 batailles sans expliquer. Pour moi, c'était une révélation. J'ai pensé qu'il fallait mettre dans la pièce pour que tout le monde découvre. Dans votre ouvrage, vous parlez plutôt de paroles, alors que dans les autres livres, on parle de chapitres. Oui. Donc pourquoi paroles au lieu de chapitres? C'est intentionnel. Dans mon roman Sisyphe l'Africain, je mets parole 1, parole 2. Je voulais un peu aller au-delà du chapitre traditionnel. Le chapitre traditionnel, pour moi, ça n'a aucune... C'est un peu plat. En tant qu'Africain, parole, comme en malinké, quand on dit kouma, ça a une signification. Une parole a une signification. Quand je donne ma parole, je dois la respecter. La parole est un élément plus important pour moi que de titrer chaque partie de mes œuvres de fiction chapitre. Chapitre, qu'est-ce que ça veut dire? Chapitre. Pour moi, c'est vide. Quand je dis parole 1, parole 2, c'est comme un processus de déclamation. Et je me sens un peu plus près du discours traditionnel en utilisant parole au lieu de chapitre. Docteur, dans cet ouvrage, vous faites ressortir la valeur intrinsèque des griottes. Celle-là toujours qu'on met au second plan, parce que chez nous en Afrique, on parle beaucoup plus des griots. Oui. Mais vous, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup plus des griottes. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Il y a cette tendance même dans les recherches à ne pas explorer le monde des griottes. Je sais qu'il y a très peu d'œuvres de critiques qui parlent des griottes. Donc, j'ai pensé que dans l'œuvre de fiction que j'écris, je peux leur donner une place de choix. Parce que une griotte, un griot est toujours dans un processus de profération de la parole avec un griot. Je me rappelle bien les fameux griots du Sénégal. Quand on regardait la télévision ivoirienne, on avait les TV blanc-noir, Sungoulou Sissoko, il était toujours avec sa kora et son épouse chantait. Donc il y a toujours le couple qui va ensemble. Mais on a malheureusement tendance à se focaliser sur les griots. Bon, je pense peut-être que c'est un peu du masochisme. Bon, ça transparaît dans beaucoup de nos activités sociales, malheureusement. Donc dans mes œuvres, j'essaie de mettre les griots toujours en action à côté des griots. Alors, je suis tenté de vous poser un peu cette question, docteur. Est-ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde moderne, dans le monde actuel, des Sundiata? Question assez compliquée. Parmi nos dirigeants, en fait. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des Sundiata? Je ne vais pas m'hasarder à parler de nos dirigeants parce que si je parle du cas de la Côte d'Ivoire, on va rapidement me mettre dans une boîte, me juger et je pense pas. Je peux prendre le cas des États-Unis où je vis. D'abord, le processus d'arriver au pouvoir de Sundiata correspond
d'abord, l'histoire de Sundiata est racontée comme épopée, mythe. Et je pense que dans toutes les sociétés humaines, il y a ce processus d'acquérir le pouvoir. L'enfant prédestiné qui naît d'une famille démunie, il souffre, il traverse des épreuves, il acquiert le pouvoir. Je pense que la leçon à apprendre dans l'évolution de Sundiata et dans l'épopée mandingue, c'est ce processus de franchir les obstacles. Et ce processus de franchir des obstacles, on le retrouve dans beaucoup d'épopées et de mythes de nombreuses civilisations. Donc, je peux comparer l'arrivée du président Obama au pouvoir, si je peux mettre un parallèle, à ce type de processus. Un enfant qui est né d'une mère blanche, d'un père africain, qui est parti tôt, qui évolue dans un processus de recherche de soi, qui découvre qui il est en retournant en Afrique. J'essaie de schématiser. Mais il suit le même template. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Le même schéma. Il n'y a pas un mot plus approprié pour décrire ça. Pour arriver au pouvoir. Je peux me hasarder à faire cette comparaison entre l'évolution du président américain et le parcours d'un héros mythique comme Sundiata. Bon, pour ce qui est de notre continent, bon, les gens peuvent comparer. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Ok, à la page 100, oui. Vous parlez de Sanenkunia, ou parenté à plaisanterie. Est-ce que c'est une pratique qui a été institutionnalisée par Sundiata? Ok, d'après les recherches, on nous dit que la parenté à plaisanterie est une pratique traditionnelle du Mandé, qui a été instituée pour essayer de réduire les conflits entre les familles. Il y a certaines familles qui peuvent plaisanter avec d'autres familles. C'était un processus pour apaiser la société. La tradition remonte l'institution de cette pratique à Sundiata Keïta. Oui. Et elle est très répandue aujourd'hui en Afrique occidentale, dans presque tous les espaces mandingues, et même on trouve le Sananguya un peu partout, la parenté à plaisanterie. Alors, docteur, on tire cette émission tire vers sa fin. Est-ce que vous pouvez déjà, en quelques mots, nous parler de la fin de Sundiata dans cette pièce de théâtre que vous avez écrite? Comment Sundiata a fini ici? Monsieur Germain, la fin, si les gens sont habitués à une fin assez poétique, en tant qu'écrivain, j'ai l'habitude de ne pas terminer mes œuvres où, comme entre guillemets, le brave gagne, la cavalerie arrive. La pièce de théâtre que j'ai là finit par le retour de Soumaoro Kanté. On a tous appris que à la suite de la bataille de Kirina, il a été défait, il a disparu dans les failles de la montagne de Koulikoro. Mais en tant qu'écrivain, cette fin ne me satisfaisait pas. Donc pour essayer d'établir un lien avec nos sociétés modernes, j'ai essayé un peu de changer la fin de l'œuvre, qui ne correspond pas du tout à la fin historique ou à la fin de l'épopée. Donc ceux qui veulent découvrir comment l'œuvre finit, bien sûr, on dirait qu'il faut oui, il faut oui. En tout cas, la fin n'est pas linéaire. Sinon, ça n'aurait pas servi à grand chose de réécrire une pièce de théâtre dédiée à Sundiata. La fin de mes paroles, chaque page de cette œuvre pose matière à réflexion. Donc la fin, c'est pas une œuvre linéaire. Donc la fin n'est pas non plus linéaire. Alors docteur, comment voyez-vous le futur un peu de cette pièce de théâtre? En tant qu'écrivain, je produis l'œuvre. S'il y a des compagnies qui veulent mettre l'œuvre en scène, ces compagnies peuvent essayer de le faire, tout en essayant de respecter l'esprit
du texte. Bon, vous savez, quand vous produisez une œuvre, les gens sont libres de faire les critiques qu'ils veulent. L'œuvre ne vous appartient pas. À partir du moment où vous avez fini, l'œuvre a été publiée. Donc, les compagnies de théâtre peuvent s'en servir comme ils veulent. Déjà aux États-Unis, ici, vous savez, dans les écoles, les étudiants ont tendance à faire des pièces de théâtre sur Sundiata. Et donc, chez nous en Afrique, je pense qu'on doit remettre le métier sur l'ouvrage et apprendre un peu plus de nos traditions. Ça veut dire qu'on ne finira pas de parler de Sundiata maintenant, hein? Non, parce que les recherches se font toujours, on découvre toujours sur Sundiata, et il y a des œuvres de fiction comme la pièce de théâtre que j'ai écrite liée à l'histoire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une bibliographie, parce que j'ai pris soin de faire des recherches. Je ne voulais pas écrire une pièce de théâtre totalement plongée dans la fiction ou la mythologie. Je voulais me rapprocher un peu plus des recherches qui ont été faites par des chercheurs très sérieux comme Youssouf Tata Cissé et Djibril Tasminian. Je voulais fonctionner par rapport à leur texte et essayer un peu d'élargir le champ. Je voudrais aussi certainement l'une des dernières questions. À la fin de chaque parole, nous avons des signes graphiques. Oui, les signes graphiques. Avec leur définition. Voilà, les signes graphiques, ce sont des signes graphiques qui viennent du Komo, la religion des Mandés, la religion des chasseurs traditionnels. Youssouf Tata Cissé a fait un travail remarquable là-dessus dans une œuvre extraordinaire qui s'appelle Les fondements de la société d'initiation du Komo. En fait, ce sont des œuvres de recherche qui ne sont pas, entre guillemets, fun à lire. Donc, c'est le travail de chercheurs comme nous qui explorons ces œuvres-là. Mais ces informations sont tellement importantes que pour les vulgariser, je pense qu'on peut les vulgariser dans des pièces de théâtre ou dans des romans. Parce que on trouve ces informations dans des textes de recherche assez sérieuses que tout le monde ne va pas aller explorer. Donc mon intention c'était de mettre ces signes graphiques ici pour ouvrir l'œil des uns et des autres sur la quantité d'informations qu'on trouve dans nos traditions. Et c'est des informations qui ont des significations très utiles de nos jours. Et le poids à peser lors des Akans est un cas identique au signe graphique. Le poids à peser lors des Akans, je pense qu'il y a des chercheurs comme Nyangoran, Bois, ont fait un travail extraordinaire là-dessus. À mon point de vue, malheureusement, ce sont des documents de recherche qui ne sont pas vulgarisés. En tant qu'écrivain, je pense que mon rôle, c'est de m'appuyer sur ces œuvres scientifiques et produire des œuvres de fiction pour sensibiliser les élèves, les étudiants par rapport à la bibliothèque de connaissances que les chercheurs avant moi ont rassemblée. C'est un de mes objectifs. Voilà, merci docteur Isiaka Diakité Kaba, merci de venir ce soir sur nos plateaux. Je voudrais simplement encore une fois rappeler à tout le monde que vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous êtes né à Democro, vous êtes professeur de lettres modernes et vous êtes aussi écrivain. Vous enseignez ici aux États-Unis. Vous avez écrit plusieurs œuvres. Nous avons Sisyphe l'Africain. Voilà, nous avons la dynamique du griot dans l'œuvre de Kourouma. Nous avons Sundiata le lion, c'était une pièce de théâtre bilingue. Et maintenant nous avons Sundiata, le réveil du lion, le jour où la parole fut libérée. Je voudrais aussi signaler que cet ouvrage a été édité par la maison d'édition Akili. Oui, qui est ici à New York. Voilà. Et puis on va donner un peu leur adresse. Oui, je pense que le site
web peut aider tous les lecteurs. Parce que sur le site, quand j'écris généralement, presque toujours, je produis une grille de lecture. Parce que c'est peut-être pas des formations professionnelles parce que je suis enseignant. Je pense que la grille de lecture permet aux élèves, étudiants, parents d'approcher plus facilement l'œuvre. Donc sur le site des éditions Akili, vous pouvez trouver, comme on appelle, une grille d'études, des informations complémentaires sur l'œuvre et des explications sur la charte du Mandé. Donc on va rappeler, c'est www.édition avec S à la fin, voilà, _akili.net. Et ceux qui voudraient aussi vous contacter, c'est info@édition, toujours avec S à la fin, _akili.net. On n'a pas parlé de la couverture du livre. Ah oui. Rapidement, non, nous sommes à la fin de l'émission. Réveil du lion, je voulais mettre un lion sage qui vient en redresseur de tort. Lion majestueux qui donne l'impression qu'il commande. Donc le choix de la couverture est totalement intentionnel. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, je vous le disais tout à l'heure, on recevait ce soir Dr Isiaka Diakité Kaba. Il est écrivain, il est aussi enseignant. Je crois que ça fait la deuxième fois que nous le recevons ici dans nos plateaux, dans nos locaux d'Ivoire TV. Docteur, merci beaucoup. Je vous remercie et merci à Ivoire TV. On m'a souhaité bonne chance à cette œuvre. Je vous remercie. Voilà, et puis que tous ceux qui voudraient bien sûr s'en procurer, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est édition, voilà. Akili, c'est avec un HAKILI.net. Je pense que les informations aussi seront sur ivoire-tv.net. Voilà. Allez, docteur, merci beaucoup, bonsoir. Merci. Et puis bonne chance à vous. Merci. Voilà. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.